Eh bien, bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez. Je vais, je vais vous demander de bien vérifier que vos micros soient désactivés. Je vous remercie donc de participer à la série de webinaires Vélo Coach Online. Depuis le début, nous avons pu ratisser un petit peu le champ large qui concerne la performance et la pratique du vélo, aussi bien l'entraînement, la mécanique, la nutrition, qu'aujourd'hui, la position, qui fait partie de la première chose finalement à aborder lorsque on est coureur cycliste pour pouvoir être performant dans sa discipline. Vous allez voir que c'est vraiment la première chose qui fait qu'on peut transmettre ou pas l'entraînement finalement qu'on a acquis, puisque une mauvaise position engendrerait beaucoup de lacunes sur la transmission des forces. Alors, je vais partager mon écran et nous allons pouvoir commencer la présentation. C'est pas ça. Voilà. Alors, juste, nous allons faire la présentation et puis à la fin de l'exposé, on pourra faire un jeu de questions-réponses. Vous pouvez déjà laisser quelques questions dans la partie conversée. Donc, les gens qui peuvent laisser les questions sont uniquement les personnes qui sont inscrites sur le webinaire Zoom. On est également en direct sur Facebook. Mais comme on est en léger différé, c'est compliqué de gérer les deux. Donc voilà, il y a uniquement les gens de Zoom avec qui on pourra échanger. Alors, je vais couper ma caméra pour laisser un peu plus de visibilité. Voilà. Alors aujourd'hui, je suis tout seul. D'habitude, j'ai des invités qui présentent avec moi. Là, la tâche est plus compliquée parce qu'il faut que je gère la retransmission et la présentation. Allons-y, tout savoir sur la position du cycliste. Vous allez voir qu'on va essayer de ratisser large. Je vais essayer de tenir le timing. Il y a beaucoup de choses à dire. On ne rentrera peut-être pas dans le détail, surtout parce qu'il y aurait de quoi parler. Hein. Il y aurait de quoi faire des formations complètes. Donc, on va essayer de traiter un petit peu tout ce qui peut vous intéresser. Et puis, on essaiera d'aller plus loin sur le jeu de questions-réponses. Alors, tout d'abord, voici comment va se dérouler la présentation. Je vais déjà vous expliquer ce qu'est un bike fitter, parce que voilà, faire un bike fitting, une étude posturale, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui diffère de ce qu'on peut faire quand on achète un vélo dans une boutique? Il faut quand même qu'on ait une petite plus-value, et je vous expliquerai ce que c'est. Un historique rapide, vraiment très rapide. Je vous montrerai en fait plutôt un aspect visuel sur l'évolution des positions. Et puis ensuite, on essaiera un petit peu, comme ça doit se faire au cours d'une étude posturale, de passer les étapes des pieds finalement à la tête. Donc on verra le bilan complet, le check-up corporel, comment on regarde le réglage de la cale, comment la transmission des forces se fait, etc. On remontera vers la selle, réglage de la selle, et puis on ira comme ça jusque sur le cintre. Et on parlera à la fin de la position aéro. Je pense qu'on a pas mal de triathlètes, ça peut peut-être vous intéresser de voir ce qui se fait en matière d'aéro. Et surtout, ce qui est important, c'est que ce soit accessible au grand public, parce que tout de suite, ça fait penser à la soufflerie. Et vous verrez qu'il y a des choses accessibles au grand public. Alors, déjà, je me présente, Vincent Derrier. Mon premier métier, c'est entraîneur et directeur sportif dans le cyclisme, essentiellement. Hein. Mes formations sont dans le cyclisme. J'ai une filière universitaire, STAPS, et puis ensuite, j'ai passé des brevets d'État. J'ai poursuivi mes formations privées en France et à l'étranger.
notamment sur le continent américain. J'ai pu collaborer avec mes amis québécois qui m'ont beaucoup apporté, donc à l'Université de Québec Trois-Rivières, sur l'étude posturale, le bike fitting. Également en Belgique, j'ai pu me former avec des entreprises comme BioRacer. Je collabore également avec Léomo, notamment, qui ont des capteurs inertiels. Vous verrez que j'en parle assez souvent lors de l'étude posturale. Le fait de valider quelques formations m'ont permis d'intégrer l'International Bike Fitting Institute, qui est en fait simplement une reconnaissance sur les gens qui pratiquent les études posturales dans le niveau international. Et donc voilà, il suffit de valider quelques expériences et de valider des crédits pour intégrer l'International Bike Fitting Institute. Donc, qu'est-ce qu'un bike fitter? Je vous disais, on essaye quand même d'aller un peu plus loin qu'une simple étude posturale, du simple report de côte. J'ai fait exprès ici de mettre la photo avec le bike fitter qui mesure une côte avec un fil à plomb. Voilà, c'est pas uniquement ça. C'est pas uniquement mesurer un vélo, c'est pas uniquement prendre des côtes. On essaie d'aller un petit peu plus loin que ça. Tout d'abord, on va essayer d'analyser les facteurs individuels de chacun, voir comment chacun a vécu, a fait vivre son corps, comment il évolue au niveau de sa posture personnelle, parce que forcément, ça conditionne la position sur le vélo. Quand on a eu des blessures, on a eu des interventions chirurgicales, on a eu voilà, chacun son histoire qui marque son corps, et à un moment donné, il faut bien en prendre compte. Deuxièmement, on va essayer d'améliorer le confort de la personne. Alors quand je mets gestion de la blessure, on va dire qu'on essaye de faire en sorte que la position soulage les blessures de la personne. Donc on essaye de faire des études posturales de confort, mais aussi optimiser, parce que souvent quand la blessure apparaît, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ensuite, on ne peut pas ne pas tenir compte de l'optimisation du rendement biomécanique. C'est-à-dire que quand on pédale, on a envie que ça restitue derrière. On appuie fort sur les pédales, on a envie que derrière ça avance vite. Et des fois, eh bien, malheureusement, parce qu'on est mal posé, et ça se joue des fois à pas grand-chose, on perd beaucoup d'énergie pour rien. Donc voilà, il y a toute une partie où on analyse un petit peu la technique de pédalage, la dissociation droite-gauche, l'efficacité, etc. Et puis, il y a une dernière partie où on va étudier tout ce qui est l'optimisation de l'aérodynamisme. Comme je vous le disais en intro, il y a les professionnels qui ont accès à la soufflerie. Ce n'est pas accessible à tout le monde, c'est assez onéreux. Mais il existe maintenant des outils que nous avons dans les studios de bike fitting et qui nous permettent vraiment de travailler tant sur la posture que sur l'optimisation du matériel. Donc on va essayer de brosser un petit peu tout ça. Rapidement, au niveau de l'évolution de ce qu'on a pu voir, vous voyez que les positions, donc là j'ai pris des images illustrant les records de l'heure parce que je trouve que ça illustre vraiment bien ce qu'on retrouve dans l'évolution des positions. Et vous voyez qu'on a cherché finalement dans le temps à devenir de plus en plus efficace. Qu'est-ce que l'efficacité? Déjà, on va devoir à chaque fois répondre aux 3 critères qui sont ici. Le confort et la stabilité. Il faut qu'on soit stable sur le vélo, un minimum confortable. Une selle, on est assis quand même sur un petit bout de cuir, c'est quand même pas ce qu'il y a de plus confort, c'est pas un canapé. Et il faut quand même qu'on retrouve un certain confort pour pouvoir durer dans l'effort. Et puis qu'on soit stable, parce que la stabilité donne les frictions notamment. Transfert de force, la position doit permettre de restituer les forces. Vous verrez qu'il y a une grande différence entre la force appliquée et la force restituée. Quand on optimise sa position, on doit pouvoir s'en rapprocher, que les 2 courbes puissent se rapprocher. Et enfin, bien sûr, on va chercher la performance à être aérodynamique. Et vous voyez que au début, historiquement, c'était un peu secondaire. Et puis, on a évolué. Alors, entre-temps, il y a des records qui ont été homologués, puis
homologué dans une autre catégorie. On est revenu sur des standardisations un peu plus classiques au niveau des vélos. Mais ici, là, donc on a Campenaerts, le dernier recordman de l'heure, qui illustre vraiment, pour moi, la perfection au niveau du positionnement. Et vous verrez, on y reviendra. Je vous expliquerai pourquoi. Alors, toute étude posturale doit commencer par un bilan corporel. Donc, d'entrée, pour moi, je ne pratique pas la prise de cote morphologique typique, c'est-à-dire à mesurer un entrejambe, à mesurer des segments. Je ne prends même plus d'entrejambe maintenant. Voilà, ça sous-entendrait que deux personnes qui ont une même cote d'entrejambe sont posées exactement pareil sur un vélo, ce qui est vraiment utopique et dérisoire. Donc voilà, je ne fonctionne pas comme ça. Vous allez voir que on étudie plutôt la personne dans son fonctionnement anatomique et non pas dans son anatomie statique. Donc, on va mesurer différentes choses, sa souplesse, sa force des différents groupes musculaires ici qui sont testés. Avant tout ça, on va questionner la personne pour savoir un petit peu quels ont été ses antécédents, son expérience en cyclisme aussi. C'est important de savoir s'il pratique depuis 3 mois, s'il s'inscrit à l'étape du Tour parce qu'il a vu le Dauphiné le mois avant, ou si ça fait 10 ans qu'il fait du vélo. Ça a vraiment une importance sur le positionnement. Et puis, on va étudier également le profil de fonctionnement de l'athlète. Je crois qu'on a pas mal de podologues ce soir. Ils doivent savoir de quoi je parle. On étudie les profils moteurs. Ici, par exemple, la photo ici illustre les profils terriens et aériens. Voilà, on ne rentrera pas dans les détails, simplement vous constatez ici que dans l'empreinte des pieds, on voit les pressions qui sont mises. Il y a des gens qui vont fonctionner plutôt sur l'avant-pied et d'autres sur l'arrière-pied. Ça se voit sur leur posture, ça aura une importance dans ce qui va suivre sur le vélo, parce que les gens, selon s'ils sont dans un profil ou un autre, on ne peut pas les poser pareil. Certains seront plus dans la vélocité, d'autres plus dans la force, d'autres auront préférence à être posés plus bas, d'autres plus haut. Et il faut vraiment en tenir compte, parce que si on ne tient pas compte de ces éléments, on peut aller à la blessure. Bien entendu, on tiendra compte des asymétries et on n'essaiera pas forcément de les corriger. Je vous expliquerai pourquoi après. Alors, on va attaquer par l'interface pied-pédale. Pour moi, il faut commencer par là parce que c'est de là que tout part. C'est là qu'on transmet les forces. Finalement, le vélo, c'est pédaler en premier lieu. Donc, dans l'ordre, vous voyez qu'on a ici l'engagement de la pédale. Donc, comment on règle la cale dans son engagement. Il y a eu une mode où on voulait absolument être très en pointe et donc avoir une cale vraiment sur l'avant de la chaussure. D'ailleurs, il y a beaucoup de chaussures de nos jours qui sont faites avec des trous qui sont percés sur l'avant et on a du mal à reculer la cale comme on souhaiterait. Il faut savoir que si on analyse les forces, les vecteurs qui sont appliqués sur la pédale, on se rend compte que l'axe est plutôt situé plus en arrière. Je vous montrerai après que quand on pédale, ce qui compte, c'est que le talon ne fléchisse pas. Donc le talon il est tenu notamment par les solaires, les mollets. Plus vous mettez la cale sur l'avant, plus vous sollicitez vos solaires. Et donc, potentiellement, vous risquez de faire fléchir la cheville et donc d'appliquer des forces qui n'iraient pas dans le sens où on souhaite pour pousser. Ensuite, on va essayer de régler ce qu'on appelle le Q-factor. Donc, c'est l'écartement finalement par rapport au cadre, par rapport à la manivelle. Donc, on va dire que plus on a donc une pratique de performance, plus quand même le Q-factor sera resserré. Après, on va devoir tenir compte forcément du profil anatomique de la personne, et puis aussi de la pratique. Par exemple, je prends l'exemple des fat bikes. Les fat bikes ont des Q-factors qui sont assez importants.
On va rentrer ensuite dans les compensations, ce qu'on appelle le wedging. En fait, c'est corriger l'inclinaison du pied finalement par rapport à l'appui sur la pédale. On y reviendra, je ne le pratique pas souvent. La rotation, donc ça finalement c'est comment le talon va rentrer ou pas. Donc ça c'est pareil, on tient compte de la posture de la personne, c'est pour ça que le premier bilan est vraiment important quand on fait l'étude de la posture de la personne. Et enfin, on devra ou pas prendre la décision de compenser la hauteur, ce qui sous-entendrait qu'on a une différence droite-gauche importante marquée sur les segments. Pareil, c'est pas forcément quelque chose que je pratique souvent parce que, à moins vraiment d'avoir un constat à l'imagerie, on n'a pas tellement de cas de personnes où on a des vraies différences de segments. Donc il y a un autre travail à appliquer avant. Alors, ce qui nous intéresse le plus, c'est l'engagement de la pédale. Le professeur Burt, qui est le représentant scientifique en biomécanique de la fédération anglaise notamment, a publié ses recherches en montrant que l'efficacité la plus probable était d'aligner l'axe de force juste dessous le premier métatarse et sur ou dessus le cinquième. Voilà, donc en faisant ça, on va déjà pouvoir régler un engagement, mais aussi finalement une rotation. La cale va pouvoir être réglée dans son avancement et dans sa rotation. Il y aura ensuite peut-être quelques affinages par la suite, mais ça nous donne déjà une première partie qui est intéressante. Alors comment faire? Simplement en faisant des marquages, on va pouvoir prendre le repère à travers la chaussure, en tâtant, en repérant où sont les métas. Beaucoup de bikefitters utilisent tout simplement les plaquettes ergones, qui sont des plaquettes ergonomiques et qui vont représenter ici l'axe de la pédale. C'est vraiment simple. On a un quadrillage qui permet de se repérer. Et ça permet donc d'aligner, comme on le souhaite, le méta avec l'axe de la pédale. Shimano, pour ne pas les citer, avait développé cet appareil. Et puis ici, c'est la société Morphologix qui ont développé le ML-Clit. Donc c'est un outil laser qui va permettre de repérer les métas. Voilà. Très important donc de bien régler sa cale, comme je vous le disais. Ici, vous avez un graphique qui commence à dater. Hein, ce graphique, il a peut-être plus de 10-15 ans, mais il est toujours réel. Donc, cette étude américaine avait montré que lors de la poussée notamment, vous voyez, donc ici, on arrive à 90 degrés, donc la pédale à l'horizontale. Ici, les forces ne sont pas trop perdues. Mais à partir de 90 degrés, donc quand la manivelle est ici jusqu'en bas, on a une grosse dispersion. Donc, ce qu'on appuie, la force qu'on engage pour appuyer sur la pédale et ce qui est finalement restitué pour avancer, il y a un décalage qui se crée. Et le gros trou, il est important sur la partie du retour de pédale. Donc mal engager sa cale, la mettre trop en avant, ça pourrait engager que le talon, comme je vous le disais, passe sous l'horizontale, tombe lors de la poussée, et au lieu d'avoir des forces donc, qui iraient dans ce sens-là, on pourrait se retrouver avec des forces qui iraient plutôt sur l'avant. C'est bien dommage parce qu'on cherche à pousser, à écraser la pédale pour lui permettre justement d'accélérer le temps mort ici et gagner en efficacité sur le retour. Toujours sur le pied, donc en termes de compensation, il existe plusieurs pratiques dans le bikefitting où on peut prendre en compte donc notamment le valgus par exemple d'un pied.
c'est-à-dire son inclinaison. Et on peut apporter des corrections avec des wedges, ici, plus ou moins prononcées. On peut le faire, ça m'est arrivé de le faire. Je préfère quand on est sur des petites compensations apportées, proposer à la personne d'engager plutôt un travail sur de la préparation physique parce que ça se corrige. Ça peut se corriger. Si on est vraiment sur des déformations accentuées, je préfère envoyer chez mes collègues podologues, c'est leur métier, de travailler dessus, mais on va quand même éviter d'apporter ce genre de correction parce que on a remarqué que de vouloir compenser, le corps, lui, apportait des compensations ailleurs, par chaîne croisée. On ne peut pas prendre le pied isolément. Il y a forcément une répercussion qui va pouvoir peut-être remonter par le dos jusqu'à l'épaule et on aurait des douleurs qui vont apparaître dans les cervicales liées à une compensation dans le pied. L'idée, en fait, c'est lorsqu'on a des trajectoires de genoux qui ne sont pas dans l'axe, c'est pouvoir réincliner le pied pour permettre au genou d'être dans l'axe. Donc, effectivement, parfois, ça peut fonctionner, mais je vais dire que 7 fois sur 10, le problème parfois est corrigé rien qu'avec un réglage de hauteur ou de recul de selle. Voilà, le gros problème peut venir quand on a des pieds plats, des choses comme ça, il faut pouvoir trouver une solution. Je vois beaucoup de gens arriver avec des semelles de correction dans les chaussures de vélo. Alors, mes amis podologues qui nous suivaient, attention, une semelle de vélo, ça n'a rien à voir avec une semelle de marche ou de course à pied. Je vous montre ici un mapping de pression de pied. On voit que les forces sont appliquées uniquement vers l'axe de pédale finalement, et sur l'avant-pied. Donc ça ne sert à rien d'apporter des corrections extrêmes sur l'arrière-pied. On doit avoir simplement un pied qui est stable. Une chaussure de vélo, c'est très serré, c'est très rigide, c'est de plus en plus en carbone. Donc on a une restitution qui est vraiment importante et il faut vraiment que le pied soit stable. Ici, c'est la société BioRacer qui propose, qui a vraiment planché sur le problème. Ils ont un quartier scientifique. L'empreinte de pied ne doit pas être prise à plat. L'empreinte de pied doit être prise sur un pan incliné pour qu'on retrouve les forces appliquées là où elles doivent être. Et donc, on utilise surtout le thermoformage sur des semelles. Bon, ici, voilà, c'est une marque, il y en a d'autres. Hein. Mais vous voyez qu'on apporte juste un renfort pour stabiliser le talon, mais on évite les compensations. Je préfère derrière faire du travail de pied de proprio pour retrouver les déperditions. Voilà, il faut savoir qu'on a beaucoup d'échauffement sur les pieds en vélo. Les pieds gonflent avec la chaleur. Donc, voilà, apporter des corrections. Pour moi, je vois surtout des choses qui feraient qu'on est en chaîne fermée finalement sur un vélo et qui ferait que les répercussions seraient ailleurs au niveau des douleurs. Tant qu'on est sur les chaussures, je voudrais vous parler de la différence entre les chaussures. Vous essayerez, mais entre deux paires de chaussures, voire même de la même marque, on peut avoir des différences vraiment importantes sur ce qu'on appelle le drop de la chaussure. Vous mettez à plat la chaussure sur la cale et vous mesurez l'écart qu'il y a entre le sol et le talon de la chaussure. Vous voyez ici, il y a deux chaussures, on a presque 1 cm d'écart. Ça a forcément une répercussion sur votre pédalage. Lors du dernier rassemblement Science and Cycling, qui regroupe les scientifiques et entraîneurs internationaux de la planète, cette étude a été présentée par la société BioRacer et qui montrait la différence du mouvement de pied, du heel kick,
Et on se rend compte que entre les marques de chaussures et même dans la même marque, on peut avoir des différences de drop vraiment importantes. Forcément, ça a des conséquences. Donc ici, on a sur une étude posturale, par exemple, entre 4 paires de chaussures, les différences entre l'angle maximal d'extension du genou, à droite, à gauche, l'angle de cheville et le COPS, donc c'est l'engagement du genou par rapport à l'axe de pédale, lorsqu'elle est à l'horizontale. Donc vous voyez, là ça a été fait par donc, la même personne qui est posée pareil, a testé les différentes paires de chaussures. Vous voyez qu'on peut avoir des angles de pédalage qui diffèrent vraiment. Vous vous rendez compte qu'ici, on a plus de 5 degrés d'écart. Sur le COPS, donc l'engagement du genou, on a ici plus de 2 cm d'écart. Donc attention, quand vous choisissez une chaussure, il faut déjà voir la chaussure qui vous correspond et ensuite, quand vous êtes habitué à une chaussure et que vous devez changer, il faut quand même rester dans les marques de chaussures qui se ressemblent et pas y aller que sur l'esthétique. Donc c'est pareil, c'est la suite de l'étude qui montrait, là on a un mapping de pression sur la selle. On se rend compte qu'en changeant de chaussure, on a des pressions de selle qui vont être plus ou moins marquées selon les chaussures. Et je répète, c'est pour la même personne posée pareil. Donc ça me fait penser aux cyclistes dont je m'occupe dans les équipes qui ont parfois 2 paires de chaussures. Il faut avoir les 2 mêmes paires de chaussures et il faut les user simultanément, c'est-à-dire il faut pouvoir changer un coup l'une, un coup l'autre. Gardez pas vos paires de chaussures toutes neuves dans le sac pour les sortir qu'à la belle occasion ou qu'à la course, ce serait une grosse erreur. C'est là qu'on peut finalement choper des douleurs. On va rentrer dans l'efficacité de pédalage. Alors, j'utilise notamment des pédales. Ici, ce sont les pédales faites par Favero, les pédales Asioma, qui ont une validité scientifique qui est assez intéressante et qui vont permettre de mesurer l'efficacité de poussée. Donc, on voit ici que la personne à droite et à gauche ne commence pas à pousser au même moment. Elle commence à pousser plutôt à droite et va même pousser un peu plus tard. Ici, ce qu'on appelle le peak power, c'est l'endroit où la poussée est la plus accentuée, la plus marquée. Donc il peut y avoir des différences aussi à droite et à gauche. Ce qu'on appelle l'efficacité de pédalage regroupe 2 choses. Donc l'efficacité du couple de force, simplement, vous voyez, sur un tour de pédale, on va pousser et il faut éviter que de l'autre côté, on ait des forces négatives donc sur le pied qui doit gérer la remontée de la pédale. Donc ici, ça pourrait engendrer un mauvais coup de pédale. Il faut que notre position et notre technique de pédalage n'accentue pas cette pression négative. L'autre chose, c'est ce qu'on appelle le smoothness, c'est finalement la fluidité du coup de pédale, ce qu'on appelle pédaler rond. En fait, on pédale pas vraiment rond parce que vous voyez, ce qui est réel, c'est que nous avons forcément le temps de pousser un moment qui est un peu plus prononcé. Et en fait, plus on arrondit le coup de pédale, plus le smoothness a un meilleur score. En fait, c'est ça, c'est ce qui correspond au peak power. On l'a forcément, ce peak power, mais il faut éviter qu'il soit trop marqué. Il faut essayer d'assouplir ce coup de pédale pour être le plus harmonieux possible. Donc on va regarder ça pour constater que la position est efficace ou non, et puis aussi pour apporter un peu de pédagogie à la personne qui est en train de se faire positionner. L'intérêt de cet outillage, c'est que une fois qu'on a eu les conseils, ce sont des outils portatifs qu'on peut se servir à l'entraînement.
et ces données sont en direct sur votre compteur. Le bon coup de pédale pour moi, j'ai vu des tas de schémas sur internet, j'ai dû le retravailler à ma sauce parce que j'en trouvais pas un qui me plaisait. On n'a finalement jamais le pied à plat. Pour moi, on doit être souvent sur plutôt en pointe, surtout sur la phase de poussée. L'idée, ça va être d'engager les forces, accélérer les forces pour passer le point mort le plus rapidement possible et rester véloce. Plus vous voudrez être en force, d'ailleurs vous essayerez, hein, quand vous faites des exercices de force, le plus dur c'est de soutenir son talon. Le talon a tendance à fléchir. Il faut essayer de garder de la pointe. À partir du 90 degrés, le talon va redescendre un peu pour que la poussée soit efficace et maximale jusqu'au point mort bas. Si vous avez réussi à conserver un peu de pointe ici, et là je peux vous assurer que je remarque beaucoup de cyclistes lors des études posturales qui ici ont le talon qui est beaucoup trop bas. Alors là c'est peut-être un peu exagéré, hein, il ne faut pas que le pied soit aussi haut que ça, mais en tout cas il ne faut pas que le talon soit sous l'horizontale. Si on est un petit degré positif, ça suffit. On continue de pousser, on vient donc baisser un peu le talon en fin de poussée, et ensuite très vite il va falloir que le talon remonte pour favoriser le retour de pédale et éviter ce qu'on a vu tout à l'heure, les forces négatives sur le retour. Ça, on le constate avec des petits capteurs inertiels que je place notamment sur les pieds. Ce sont les appareils Leomo qui vont nous faire ressortir ce qu'on appelle les dead spot scores. Ils vont nous marquer l'endroit où l'inertie diffère et donc on va voir apparaître des points morts. Donc, vous voyez que très souvent, les points morts, contrairement à ce qu'on croit, ne sont pas à l'extrême vertical haut ou bas. En fait, dans la gestuelle, on va le passer ce point mort. Ce qui se passe, c'est après. Pour engager la poussée, si on a une mauvaise technique de pédalage, on va voir apparaître un point mort en début de poussée. Le plus souvent, quand même, il n'est pas là. Le plus souvent, il est en fin de poussée, en fin de transition basse, et le retour de pédale. Très souvent, le point mort s'engage ici. Donc ça, c'est vraiment du travail de coup de pédale, de coup de pied. Et le positionnement va favoriser ou pas l'apparition de ces dead spots. Avec l'appareil Leomo, on peut voir ici, on peut constater donc les dead spots avec les différentes cadences. Donc il y a un enregistrement qui est fait, on le voit en direct, et puis on peut faire un enregistrement. On peut tester à différentes cadences, et on va voir les nuages de points qui apparaissent selon les cadences. Donc c'est assez intéressant parce qu'on peut voir, on parle des fois de cadence optimale, je ne pense pas qu'il y en ait, mais par contre c'est vrai qu'il y a des préférences, on l'a vu au début, dans les préférences motrices des personnes, et on va voir qu'il y a des gens qui dégagent plus ou moins de points morts dans des tranches de cadence. Ça me permet de rebondir sur un exemple. On me demande souvent ce que je pense du plateau ovale ou de l'osymétrique. Alors, il n'y a pas de pub ou de contre-pub à faire. Il y a plusieurs études qui ont été faites. Il n'y a pas eu d'études qui a prouvé scientifiquement qu'il y avait un réel gain. Il n'y en a pas non plus qui ont prouvé qu'il y avait un réel effet délétère. Il y a une accoutumance à avoir. Simplement, ce qu'on remarque, c'est que l'osymétrique va favoriser la cadence. Pourquoi? Parce que son but, c'est de gommer le point mort, finalement, qui est en haut, la transition haute. L'ovale, pareil, hein, mais l'osymétrique, c'est vraiment l'extrême de l'ovalisation. Donc, le plat va permettre d'évincer le point mort haut et de finalement aller plus vite en poussée. Ce qui se passe, c'est qu'une fois qu'on a passé la forme de l'osymétrique, on n'a plus rien ici. Donc, on gagne en vélocité, vous voyez ici sur le rapport, mais par contre, on a des scores de dead spot qui sont beaucoup plus importants, surtout dans les maximales. Donc, certaines techniques à apprendre, mais voilà, pour ma part, je ne suis pas convaincu du réel bénéfice de l'osymétrique. L'interface fesse-selle. Là, on rentre
les problèmes un peu intimes. Donc, la pratique la plus connue est de prendre l'empreinte du bassin, des ischions. Donc, sur un coussin, on va relever l'empreinte, on va mesurer l'écart, et puis on va orienter vers un type de selle. On a des selles hommes, on a des selles femmes. Le problème, c'est que, vous voyez ici, un bassin d'hommes a un écart moyen de 118 mm, un écart de femmes de 130 mm. Sachant que c'est une moyenne et que les hommes peuvent aller jusqu'à 136, ici, sur l'enquête ici qui avait été menée. Et les femmes peuvent très bien également rentrer sur des selles typées hommes. Donc, il y a des selles un petit peu types. Ce qu'on va regarder, c'est finalement la forme et les pressions. Et qu'il en existe des tas. De plus en plus, on va sur des selles qui sont courtes. On verra que c'est simplement c'est pas que de l'esthétique, c'est aussi pour diminuer les pressions. Et puis, on a des selles qui apparaissent ajourées de plus en plus également. C'est pour limiter les pressions sur ce qu'on appelle les tissus mous, donc périnée notamment pour l'homme. Avec les outils de mapping de pression, donc c'est une espèce de petite couverture qu'on va placer sur la selle qui est bourrée de capteurs. On va se rendre compte d'où apparaissent ces pressions. Et vous voyez que selon finalement la pratique que l'on a, on va avoir les pressions qui vont apparaître plus ou moins sur l'avant ou sur l'arrière. Ici, on serait plutôt dans un style de contre-la-montre, les pressions vont se marquer très à l'avant, c'est pour ça qu'on va aller sur des selles finalement qui sont pas forcément larges à l'arrière, on s'en fiche puisque finalement on va basculer sur l'avant, donc on aura intérêt à soulager la partie avant pour diminuer les pressions, donc d'ouvrir la selle et d'avoir l'idée, attention, hein, c'est pas de ne pas avoir de pression parce qu'il faut bien qu'on appuie quelque part, par contre c'est de diluer la pression, c'est pas avoir des points marqués à certains endroits, c'est de la diluer. Vous voyez ici, plus on va sur une pratique de loisir et plus les pressions sont élargies et sont diffuses. Donc un exemple ici avec les marqueurs de pression GBioMized et les capteurs LEOMO qui permettent aussi de calculer des angles. Sur la même personne ici, on a une personne qui a sur sa selle une préférence de pression sur le côté droit. Ici, on voit que les marqueurs de pression sont à pratiquement 800 sur le côté droit, 900 même sur le côté droit. Et que le centre de pression, qu'on voit ici par les petits tirets noirs très rouges dessus, est un peu décalé sur la droite. L'effet, ça a que l'angle de bassin est à entre 33,5 degrés et 39 au maximum. C'est-à-dire que déjà, on a une grande amplitude de bassin, ça veut dire que la personne n'est pas stable sur sa selle, il a besoin de bouger, et on est assez redressé. On verra plus loin que l'idée, c'est justement d'arriver à basculer le bassin. Rien qu'en changeant de selle, donc ici c'est une Stride S, donc c'est la marque, hein, là j'ai pris la capture d'écran d'une présentation GBioMized qui vend aussi des selles, donc bon, il y a un petit peu de préférence pour leurs selles, mais ce sont des selles qui ont été faites en fonction de leurs enquêtes, leurs travaux, et donc qui sont très ergonomiques. La personne, rien qu'en changeant de selle, en gardant exactement les mêmes cotes, juste en changeant de selle, a diminué la pression sur le côté droit. Donc il y a une partie posturale hein, qui fait que de toute manière la personne aura une préférence à droite, elle est toujours marquée ici, mais on a diminué de plus de 100 millibars les pressions. Et c'est surtout qu'on a ramené le centre de pression un peu plus au niveau central, tout en permettant à la personne de basculer le bassin. Avec une meilleure stabilité, ici on a 3 degrés de battement. Donc voilà, vraiment importance du test de la selle. Déterminer la hauteur, le recul de selle.
Alors, pour ma part, je ne prends pas d'entrejambe, comme je vous l'ai dit, donc je ne vais pas faire le fameux calcul entrejambe fois je ne sais quel coefficient. Ça peut fonctionner pour avoir une première orientation, mais ça ne marchera pas pour le voisin qui a le même entrejambe. Donc, l'idée, c'est de vraiment voir ce qui se passe en dynamique, en mouvement. Donc, l'idée, c'est d'analyser en mouvement, voir comment vont se dérouler les différentes angulations sur les flexions-extensions de genou, sur l'engagement du genou par rapport à l'axe de force de la pédale. On place, donc ici c'est le compteur qui est lié au Léomo, donc on place un petit capteur Léomo sur le bassin, et on va voir les rotations de bassin, donc on appelle ça le pelvic rock ou le pelvic rot. Donc on va voir comment le bassin se décale d'avant en arrière sur la selle, ou les mouvements parasites de bascule de bassin de droite et de gauche. On va voir la stabilité du bassin en fonction du pédalage, et on va voir si on rentre dans des angles, on va dire, optimaux. Donc voilà, chaque backfitter a un peu ses fourchettes d'angle, chaque logiciel a un peu ses fourchettes d'angle. L'idée, c'est de se faire sa propre expérience, et puis de voir en conservant une stabilité le plus possible pour chaque athlète, et également en diminuant les pressions, de trouver le moment où on arrivera sur la meilleure hauteur et sur le meilleur recul de selle. Donc, ce qui est important dans la technique de pédalage, les angles de pédalage, c'est de conserver des angles qui ne soient pas trop fermés en flexion. Donc ça peut venir aussi de la longueur de manivelle, pas que de la hauteur de selle, c'est à prendre en compte. Que la cheville ne soit pas trop à plat pour, vous rappeler, favoriser l'inertie de pédalage et diminuer les temps morts. Ici, très important qu'on ne soit pas en surextension. Donc là, ça va dépendre de la pratique de la personne. Si c'est un compétiteur, on va aller chercher peut-être des angles un peu plus ouverts pour aller chercher une poussée plus longue, de la souplesse de la personne, des blessures, etc. Et puis on a ce qu'on appelle le COPS, donc c'est l'engagement du genou par rapport à l'axe de pédale. Donc là, on a certaines normes, pareil, selon une pratique de confort, on aura plutôt un COPS qui sera négatif, donc c'est-à-dire que l'axe de pédale sera sur l'arrière l'axe traversant le genou sera sur l'arrière de l'axe de pédale. Sur une pratique plus agressive, on sera plutôt sur l'avant. Sur les positions chrono, on est largement plus en avant que ça, parce qu'on va chercher une poussée plus longue. Autre chose, un petit conseil vraiment intéressant, c'est sur l'inclinaison de la selle. La première chose pour diminuer les pressions, ça va être d'orienter, d'incliner sa selle correctement. Alors déjà, on ne prend pas un niveau de selle sur la totalité de la selle. Les selles aujourd'hui, elles ont des formes vraiment diverses et variées. On ne peut pas prendre la selle dans sa totalité parce que ça voudrait dire qu'on oublie qu'il y a un creux. Il faut prendre le niveau sur l'assise. Ici, la selle va servir simplement de reposition finalement. Et il faut prendre le plat de selle donc à partir de l'assise. Et là, donc ici, le praticien a choisi de mettre la selle de niveau. Voilà, on a même des selles qui sont légèrement négatives. Il ne faut pas trop les incliner, sinon on tombera sur un effet un peu délétère où on va avoir trop de pression sur les mains, parce qu'on va basculer sur l'avant. Mais il faut favoriser la bascule de bassin, l'antéversion de bassin, et diminuer les pressions sur l'avant. Voilà, plutôt les diluer sur la partie arrière, ça évite d'écraser le périnée. Alors, quelle est la bonne posture sur la selle? L'idée, c'est d'arriver finalement à trouver une position qui va nous, donc une fois qu'on est sûr d'avoir déterminé l'efficacité dans la gestuelle de pédalage,
c'est de trouver une position de selle qui va nous permettre de basculer un peu le bassin et diminuer les courbes du dos pour retrouver quelque chose de plus harmonieux, notamment au niveau des cervicales, parce que voilà, c'est de là qu'on va choper les douleurs lombaires ou cervicales. Vous voyez que sur le Léomo, toujours avec les capteurs inertiels, on a l'angle du bassin, l'angle du pelvique qui s'affiche en direct. Donc c'est assez intéressant pour pouvoir voir au fur et à mesure qu'on avance, qu'on change de position, comment le bassin, comment la personne qui se fait positionner va choisir de basculer ou pas son bassin. Ce qu'il faut éviter, c'est ça. Ce qu'il faut éviter, c'est vraiment la grosse voûte avec un bassin très droit. Parce que là, qu'est-ce qui se passe? On va faire plein de compensations au niveau lombaire, au niveau cervical. On va avoir des douleurs qui vont apparaître, ça ne sera pas tenable. Et surtout, on se ferme le diaphragme et on n'est pas très efficace sur sa respiration. Donc là, on est en plein dans le confinement et avec les home trainers connectés, avec les élévateurs. Voilà, attention, hein, la biomécanique de pédalage sur un home trainer ne ressemble pas du tout à ce qu'on peut retrouver sur la route parce que même sur une pente extrême, on ne sera jamais comme ça. Et je vous conseille, même sur home trainer, d'adopter la bonne posture et de travailler, même si vous avez un élévateur comme ça, de travailler sur l'antéversion de bassin pour libérer les tensions lombaires et cervicales. Et plus vous êtes en intensité, et plus c'est important de le faire. Et en plus, vous aurez une efficacité de pédalage qui sera beaucoup plus importante. L'interface bras-main avec le cintre. Donc là, je dirais que c'est un petit peu la résultante de la première partie de l'étude posturale qu'on aura faite. C'est juste un appui, le cintre. C'est juste le centre de pilotage et on ne va pas chercher vraiment les détails. On aura des préférences. Donc, il existe différentes formes de cintres. On a les cintres ronds, on a les cintres compacts et on a les cintres anatomiques. Donc, le cintre rond, c'est le cintre classique. Il a ce qu'on appelle un drop et un reach important. Donc, c'est la hauteur et la profondeur. Il y a des adeptes de ce cintre. Voilà, il est peut-être un petit peu moins confort parce que comme il est profond, si on est mal posé, l'avant-bras, souvent, on va taper quand on va se lever, se mettre en danseuse avec les mains dans le creux du cintre. On va avoir des frictions ici. Ce qu'on n'a pas, en fait, sur le cintre compact. L'autre problème, c'est sur la cocotte. La cocotte, ici, va se retrouver très basse ou très inclinée. Et on va avoir le poignet qui est un peu cassé, alors qu'ici, la cocotte respecte le prolongement et une courbure naturelle du poignet. Les cintres anatomiques, c'est un petit peu le mixte des deux. On va retrouver un petit peu l'agressivité du rond, parce qu'il aura un drop et un reach plus important que le compact, mais notamment ici où la cocotte sera peut-être un peu plus basse. Mais voilà, il a l'avantage quand même de ressembler un peu au compact. Et finalement, les sprinters, ils trouvent relativement leur compte. En termes de largeur, on va regarder ce qu'on appelle le hors-tout, c'est-à-dire la cote qu'il y a sur la largeur d'épaule. L'idée, c'est que les mains soient dans le prolongement des épaules pour qu'on ait la meilleure stabilité possible dans son pilotage. Quelles sont les marges de manœuvre de réglage? Alors déjà, on a le pivotage du cintre pour aller chercher plus ou moins de confort sur les prises basses et hautes. On va pouvoir trouver le compromis. Donc tout ça, hein, je vous dis, c'est en résultante finalement des deux premiers postes d'analyse, parce que selon la souplesse et les capacités de la personne à basculer ou pas sur l'avant, le poste de pilotage
sur sa hauteur, son inclinaison, dépendront des deux premiers points d'analyse. Ce qui est important après au niveau du poignet, ici j'ai pris un cintre plutôt VTT pour vous montrer aussi, c'est d'éviter de casser un petit peu l'articulation, parce que c'est là qu'on engendrerait des problèmes de canal carpien notamment. Et voilà, les douleurs, les engourdissements qu'on a dans les poignets remontent très souvent jusqu'au cervical. Donc, il faut trouver l'ergonomie la meilleure possible sur la prise. Mais je vous le répète, pour moi, tout vient déjà de l'assise. Si on est assis correctement, on trouvera voilà, le réglage du cintre sera rien qu'un détail. Et on aura juste à déterminer finalement la hauteur et la longueur. L'idée, la bonne posture ici, c'est une fois qu'on est bien posé sur la selle, trouver la hauteur et la longueur qui vont nous permettre de respecter des courbures naturelles hein, selon les capacités de souplesse de chacun pour éviter d'aller surcharger les lombaires et les cervicales. On va passer sur la partie un peu plus performance, la partie aéro. Donc ici, j'ai mis un coureur dans une soufflerie. Alors la soufflerie, c'est super classe, effectivement. On arrive à tester plein de choses, tant sur la position que sur la configuration du vélo. Et on arrive à déterminer ce qu'on appelle un CDA, donc qui est un coefficient de pénétration dans l'air. C'est super intéressant, mais c'est pas à la portée de tout le monde. Donc comment, nous, qui avons un vélo de chrono ou de triathlon, on va pouvoir se poser de manière optimale? En fait, on cherche à aller vite quand on va être aéro. Et aller vite, qu'est-ce que c'est? C'est respecter les trois composantes du triangle dont on a parlé en introduction, respecter un certain confort, une certaine stabilité, parce que si la position est trop pénible à tenir, dans la durée, c'est sûr qu'elle se dégradera, et elle pourra même devenir blessante si on n'arrive pas à être stable sur la selle. L'autre composante, c'est de pouvoir transférer les forces. Si on est super beau, super aéro, mais qu'on n'arrive pas à appuyer sur les pédales, il n'y a rien de fait. Donc ces deux premières composantes sont essentielles. Et ensuite, c'est de travailler sur tout ce qui rentre dans les composantes aérodynamiques. Donc vous verrez que là-dedans, on a un travail de posture, on a un travail de choix de matériel qui rentre en compte. Et on va analyser avec ça différentes choses. Donc, je vous parlais tout à l'heure du CDA. CD, c'est ce qu'on appelle les coefficients de drag. Donc c'est finalement le mouvement d'air qui va circuler le long du cycliste. Et le A, c'est la surface, c'est l'air, la surface frontale, pardon, du cycliste. Donc en fait, quand on analyse un coefficient de pénétration dans l'air, on va regarder sa surface frontale et ensuite qu'est-ce qui se passe dans les circulations d'air derrière. Là, la formule de l'aérodynamisme. Là-dedans, je ne vais pas vous faire un cours de physique, hein, mais juste vous dire que dans cette formule, on retrouve ce qui est lié à la densité de l'air. Nous, à notre mesure, on aura du mal à la quantifier. La vitesse, c'est justement ce qu'on cherche à augmenter chez le cycliste. Donc, on l'impactera que si on a réussi à améliorer l'aérodynamisme. Donc, le drag coefficient, le CD, il va changer selon les cyclistes. C'est vraiment hyper personnel. Et vous verrez qu'il y a plein de choses qui rentrent en compte. Un casque qui est aéro chez une personne ne l'est pas chez l'autre. Une visière sur le casque n'est pas forcément aéro chez tout le monde. Les gants ou pas gants, etc. L'importance du textile. Finalement, à notre humble mesure, on va pouvoir gérer la surface frontale. Et donc tout ça, c'est dans le cadre du bike fitting.
Juste pour vous montrer ce qui rentre en compte dans les gains de surface frontale, la position, quand on travaille sur sa position, c'est presque 10% déjà de gains sur la surface frontale. Vient ensuite la combinaison. La combinaison, c'est quand même pas rien, hein, c'est presque 6,5% de gains. Donc on a des combinaisons qui sont de plus en plus moulantes, on est obligé un peu de faire le contorsionniste pour entrer dedans. Il doit vraiment y avoir aucune pliure, ça doit vraiment être très très lisse. D'ailleurs, vous regarderez, si vous avez l'occasion de voir une combinaison de haut niveau, quand le cycliste ne la porte pas, on dirait qu'elle est trop petite pour lui. Le cadre et les roues, 3%. Ça, c'est quand même important à voir parce que c'est un peu la guerre du matériel. On va vouloir s'acheter le plus beau vélo, les plus belles roues pour aller vite. Finalement, on se rend compte que c'est pas du tout le plus important, c'est 3 fois moins important que la position. Vous aurez beau avoir le meilleur vélo du monde, le vélo le plus cher du monde, c'est pas pour ça que vous serez efficace. Le casque est presque aussi important que le vélo. L'importance de la visière, des couches-chaussures, vous voyez là on descend, couches-chaussures et gants. Donc là, à très haut niveau, on va y accorder une importance. Vous avez tous entendu parler de la réglementation qui permet ou pas les chaussettes à mi-mollet, par exemple. Et la visière, la forme du casque. La visière, ici, vous voyez que Tom Dumoulin n'en a pas, simplement parce que c'est quelqu'un qui travaille sa position depuis très longtemps. Et en fait, on a remarqué dans les flux d'air que quelqu'un qui arrive à avoir sa tête très près de la tête de proue du bateau, un peu là, des mains, l'air, le mouvement est cassé. Et si on avait une visière, ça donnerait des turbulences. Donc les gens qui arrivent à descendre la tête assez basse dans les mains, il faut éviter la visière. C'est plutôt lunettes ou rien du tout. Les gens qui ont la tête un peu au-dessus des mains, là on opte pour la visière. L'évolution des surfaces frontales. Alors, ça, c'est les 2 premières photos sont des photos tirées d'un rapport de Frédéric Grapp, donc le responsable de la performance de l'actuelle équipe Groupama FDJ, qui avait illustré à l'époque, à la grande époque d'Ulrich Armstrong, les différences entre ces 2 coureurs. Ce qu'on constatait, c'est qu'Ulrich était à l'ancienne, c'est-à-dire on cherchait vraiment à descendre le prolongateur le plus bas possible. Certains coureurs, vraiment les prolongateurs qui léchaient la roue avant pratiquement, là on cherchait à descendre parce qu'on pensait que pour être aéro, il fallait descendre le plus bas possible. Armstrong, donc tout débat sorti de là, hein, il a amené pas mal de choses dans la pratique et le perfectionnement de la pratique du vélo, notamment sur la position, lui est arrivé avec ses antécédents de triathlète, et il a amené la position plutôt du triathlète avec une position un peu plus haute et des aérobars qui remontent un peu. On remarquait finalement que la surface frontale était beaucoup plus restreinte chez Ulrich. Et vous voyez que plus on avance dans le temps, et plus c'est ce qu'on remarque, on va chercher ça. Donc là, Tom Dumoulin, cette photo, là au moins, Sunweb, hein, c'était il y a au moins 5 ans. On rétrécit de plus en plus le carré frontal en remontant finalement les appuis coudes. Et puis là, on a le dernier recordman de l'heure, où là, on est encore dans un carré encore plus restreint. Il en découle sur le drag. Donc, ce sont les cylindres, la forme qui va être sur l'arrière du cycliste. Depuis la surface frontale, vous voyez que le cylindre d'Ulrich était beaucoup plus important que celui d'Armstrong déjà à l'époque. Mais aujourd'hui, on essaye de se faire tout petit finalement. On essaye de se faire de plus en plus petit en respectant la forme de la goutte d'eau. Mais on va essayer vraiment
de rapprocher les mains de la tête, ce qui ne se faisait pas encore à l'époque Armstrong. Et puis, on va essayer d'avoir un dos de plus en plus plat. Là, j'ai pris 2 photos de triathlètes. Chez le triathlète, souvent, je vois ce genre de position, très basculée sur l'avant. On pense qu'on va être aéro en se mettant sur l'avant et en poussant essentiellement sur l'avant. Ce qui est dommage, c'est que plus vous êtes sur l'avant, plus vous retardez la phase de poussée. Et en plus, vous êtes anti-aéro, parce que la posture fait que la ligne d'épaule bloque la nuque et vous ne pouvez pas descendre la tête. En plus, l'air ici s'engouffre et vient taper dans le creux du ventre, donc anti-aéro. On va devoir plutôt ressembler à ça. Donc regardez, le travail est surtout fait sur le bassin qui va permettre de basculer, d'avoir un alignement de dos plat. Et ensuite, on travaille sur la ligne de tête qui est vraiment importante, qui représente 80% de la surface frontale au niveau de la posture, pour avoir un alignement de casque par rapport au dos. Ce qui va aider, c'est vraiment la forme du cintre. Vraiment, vraiment. Si vous avez des aérobars qui sont trop plats, qui ne remontent pas assez, vous n'arriverez pas à faire ça, c'est pas possible. Ici, on remarque, j'ai pris les 2 champions du monde. Donc ici, on avait Tony Martin et Juan Dennis. L'évolution de la position en quelques 10 années. Vous voyez qu'il y a 10 années, le meilleur coureur du monde dans la discipline avait encore des aérobars plutôt plats. On choisissait d'avoir même si on avait déjà le casque aligné sur le dos, mais vous voyez que la forme des bras conditionnait la forme du dos et du bassin. Aujourd'hui, on va chercher plutôt à pouvoir descendre la tête et rapprocher les mains de la tête. Donc on va jouer sur les appuis coudes parce que finalement, on s'est rendu compte que vouloir descendre à tout prix, ce n'était pas forcément très aéro. Et je vais vous montrer après que ce n'est pas non plus au niveau de l'ergonomie très confortable. Le meilleur coureur du monde pour moi en termes d'aéro, donc c'est Kampenertz, le dernier recordman de l'heure. Vous voyez que sa position est vraiment optimale. Alors attention, on n'arrive pas là du jour au lendemain, il y a un gros travail de posture à faire. Donc quand on parle de position sur le vélo, il faut aussi savoir qu'il y a un gros travail sur le bonhomme à faire. La préparation physique, de la posture rentre en compte énormément. Et ici, comment on en arrive là? Donc, hormis une souplesse importante, parce qu'ici, ce qu'on va appeler le hip restriction, donc la fermeture de hanche, est assez prononcée. Mais déjà, la longueur de manivelle va conditionner. Plus vous avez une manivelle longue, bien plus vous fermez justement ce hip restriction. Donc il y a quelques années en arrière, on cherchait à avoir des longues manivelles, parce qu'on pensait que plus on avait de longues manivelles, plus on avait de force et on écrasait les pédales. En fait, on s'est rendu compte qu'au niveau de la posture, c'était plutôt délétère. On va refermer l'angle. On perd en vélocité alors qu'en chrono, il faut en conserver. Et ça va conditionner du coup tout le reste, notamment votre bassin qui ne va pas être placé pareil. On va avoir du mal parce qu'il va falloir pousser plus longtemps. Du coup, on va avoir besoin de se redresser et on n'arrivera pas à basculer le bassin. Donc, de plus en plus, on rétrécit les manivelles. Donc, l'idée de dire je suis en 170 sur la route, donc en chrono, je suis en 175, c'est plus vrai du tout. On reste au moins sur les mêmes manivelles qu'on a sur la route. Il y a même certains coureurs qui choisissent de prendre des plus courtes. Une fois qu'on a le bon choix de manivelle, on a la bascule de bassin qui est très importante et qui va conditionner le plat du dos, placement du dos. Vous voyez qu'ici, c'est relativement plat et il vient se poser sans contrainte parce que on voit que donc là, il y a un petit peu de travail quand même pour tenir la tête ici. Ça ne vient pas du jour au lendemain, mais là, il relève la tête pour voir devant lui. Mais quand c'est tout droit, le plat du casque est aligné avec le dos. La position de la tête donc est importante. La hauteur des accoudoirs.
et l'inclinaison des prolongateurs qui va permettre de basculer la tête. Vous essayerez chez vous, mais le fait de descendre les bras, vous refermez les omoplates, impossible de tenir la tête. Si vous redressez les avant-bras, vous verrez que vous libérez les omoplates, ça vous permet de tenir la tête plus basse. Vouloir descendre trop bas, je vous disais, c'est pas toujours très bon. Même si ici, Campenert, il est relativement bas. C'est pas très bon quand on n'est pas capable de le tenir, en tout cas, parce que voilà ce que ça engendre. Donc ici, on a le mapping de pression sur les accoudoirs. Qu'est-ce qui se passe? Ici, on est donc sur la baseline, ça veut dire le point de départ. Et ici, on a voulu descendre sur la position 2, descendre d'une bague ou deux. Qu'est-ce qui se passe? On voit que les pressions ont augmenté un peu, notamment sur le bras droit. Mais surtout, ce qu'on voit le plus, c'est la dispersion, donc c'est les petits nuages de points noirs. Donc ça, c'est les mouvements finalement d'appui qui sont beaucoup plus marqués quand on a voulu descendre. Donc ce sont les mouvements, le coude en fait, il a plein de micro-oscillations, donc on est beaucoup moins stable sur son cintre. Tout ça pour avoir un gain, finalement, que de 3 watts à 40 km/h. Donc là, on avait un drop à 16, un drop à 18, on a descendu de 2 cm. On voit que on a augmenté le torso rock. Donc le torso, c'est les mouvements de base du torse, pardon, de l'abdomen. Donc l'angle du bassin oscille, est un peu plus bas, certes, parce qu'on a redescendu de 2 cm. Par contre, le torso rock, donc là, ce sont les mouvements parasites vers le haut et le bas du bassin, ont été augmentés. On est beaucoup moins stable. On a du mal à tenir la position, tout ça pour gagner que 3 watts. Donc des fois, vouloir descendre plus bas, même si on gagne un petit peu sur la surface frontale, des fois, c'est pas très bon. Il faut mesurer ce qu'on gagne et ce qu'on est capable de tenir dans la durée. C'est ça le plus important. Donc pour ça, je vous conseille vivement de ne pas opter pour des cintres qui sont tout monobloc, mais de pouvoir moduler vos cintres avec un empilage comme ça de spacer pour pouvoir gérer votre hauteur. Déjà, si vous avez des aérobars qui sont à même la base de cintre, on aura du mal à faire ce qu'on a constaté, c'est-à-dire qu'on était quand même meilleur en redressant un petit peu. Et ensuite, on va pouvoir être encore mieux si vous avez des cintres, des spacers qui ont une forme inclinée. Ça nous permettra vraiment de remonter les bras, comme on l'a vu sur les positions précédentes, qui permettent de rentrer la tête dans les mains. Ensuite, la forme du spacer aura son importance. Si vous avez un aérobar, la forme de l'aérobar, pardon. Si vous avez un aérobar qui est tout plat, on aura beaucoup de mal à ce que morphologiquement la tête arrive à tomber. Alors attention, les triathlètes n'ont pas le problème qu'on a sur la route. La réglementation UCI impose que la hauteur, l'écart entre la hauteur de l'aérobar avec le shifter compris, donc quand on est en électrique, ça facilite la chose. Quand on a un shifter manuel, c'est la hauteur du shifter qui compte jusqu'à l'écart de l'accoudoir. Voilà, on est limité et on ne peut pas dépasser la cote. Donc, il faut faire attention de respecter quand même cette cote-là. Les triathlètes, vous n'avez pas de problème. Vous pouvez faire vraiment les bras limite à la verticale si vous souhaitez.
Comment on va le mesurer, nous, l'écart de l'amélioration de la surface frontale? Donc, on a des simulateurs de wind tunnel. Pas besoin d'aller en soufflerie, simplement on a un drap, on détecte un drap, on détecte une surface, et le logiciel va déterminer donc un contour. Et ici, vous voyez que la personne ici travaillait, il simule, là, donc là il a des cintres, un cintre avec des aérobars qui sont droits. Et là, on lui avait demandé de relever pour simuler des aérobars qui remontent. Et vous voyez que tout de suite, il arrive à descendre la tête. Et son gain, pour une vitesse simulée à 47 km/h, est de 25 watts. Que sur la position de la tête. Ici, c'est un triathlète d'Ironman, un triathlète marocain, qui était venu nous voir en France. Voilà la position initiale. Donc, beaucoup de travail, donc déjà plutôt des aérobars droits. Donc là, les mains ne peuvent pas remonter, la tête ne peut pas tomber. En plus, on voit qu'il a des démarcations morphologiques assez importantes. Au niveau de la position, il était très mal posé, puisque pour pousser, vous voyez qu'il fait justement ce que je vous ai dit, qu'il fallait éviter le talon qui tombe sous l'horizontale. Donc là, on a des dispersions de force qui sont inefficaces. Et donc voilà, on lui a fait un premier bike fitting. Il est reparti déjà pas mal amélioré, mais on lui avait demandé de changer un peu de matériel. On est retourné le voir chez lui au Maroc, à Casablanca, et on a refait la position quelques mois après. Alors c'est quelqu'un de très athlétique, il y avait beaucoup de travail à faire sur la partie athlétique. Il a bossé en prépa phy, beaucoup. Il a gagné énormément en souplesse, en posture sur la bascule de bassin. Et vous voyez qu'il a gagné un dos vraiment plat, qui lui a permis de descendre la tête. Bon là, il a pas le casque, hein, en même temps, je vous l'accorde, mais je vous promets qu'on a mesuré avec le casque et le gain est vraiment impressionnant. Entre-temps, il avait investi dans un matériel, donc un cintre avec des aérobars obliques, qui lui ont permis vraiment d'optimiser sa position. Sur la surface frontale, donc vous voyez, on mesure une surface frontale en mètres carrés, et à la même vitesse, le simulateur estime près de 60 watts de gain. Donc là, c'est vraiment important. Pareil, je vous l'accorde, il n'y a pas le casque, donc avec le casque, on aurait peut-être un gain un peu moins important, mais on est vraiment pas mal. D'ailleurs, ces performances sur les Ironman ont nettement progressé. Une fois qu'on a la surface frontale, donc déjà là, on a pas mal travaillé, on pourrait s'arrêter là. Si on est pointilleux et qu'on veut savoir qu'est-ce qui se passe au niveau des flux d'air, comment ça circule derrière, il n'y a pas beaucoup de solutions pour le connaître. Il faut aller là, par contre, soit en soufflerie, soit on utilise l'imagerie virtuelle. Donc, il existe ce qu'on appelle le CFD. J'utilise un scanner CFD, comme ça, c'est de l'imagerie. On va prendre un scan qui va modéliser en 3D la personne qui se fait poser. Et ensuite, l'avantage, c'est qu'on peut configurer tout ce qu'on veut. Donc ici, il était sans roue pleine. J'ai demandé à l'ingénieur de mettre une roue pleine. Il n'avait pas les aérobars encore à l'époque. Je lui ai demandé de simuler les aérobars. Et on envoie les flux d'air. Et on voit qu'est-ce qui se passe. Le rapport est assez flagrant. On a diminué donc son coefficient de pénétration dans l'air de manière impressionnante. Et l'estimation de ces gains serait donc, par exemple, à 300 watts, il irait 0,4 km/h plus vite. Mais ce qui est encore plus impressionnant, c'est que sur un chrono de 40 bornes, à 300 watts, il gagnerait quand même 33 secondes. Rien que sur la position. En tant qu'entraîneur, moi, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir dire à mon athlète que ce que je lui ai proposé sur un simulateur
Et sur un home trainer, il est capable de le faire dehors, avec des modulations de terrain, avec un vrai effort perdurant. Ça, on ne peut pas le faire en soufflerie. Donc, mon petit outil Léomo, avec ses capteurs inertiels, me permet, avec un compteur embarqué, et les capteurs sur le bassin, sur le torse, sur les pieds, où on veut, de partir rouler avec ces indicateurs et d'avoir, par exemple, si je lui ai dit que sur mon bike fitting, il fallait qu'il ait un angle à 50 degrés de bascule, il peut le voir en direct sur son écran. Un autre petit outil, il existe des sondes embarquées qu'on va mettre sous le cintre et qui vont nous donner en temps direct le CDA. Voilà. Bon, faut savoir que ces outils sont assez onéreux, que le CDA n'est pas en live. Il faut que il est étalonné sur une dizaine de secondes, donc il y a un temps de réaction. Voilà, il faut plutôt s'en servir sur différents runs de position, d'essais matériels, de casques, de choses comme ça, pour voilà, analyser sur le run complet la différence moyenne de CDA qu'on avait. Voilà, tous ces outils, je les utilise pour faire mes études posturales. Donc, si les personnes souhaitent valider sur le terrain, c'est possible. Voilà, j'en ai fini pour mon exposé. Il nous reste un petit peu de temps pour échanger. Donc, je vais fermer mon partage d'écran. Et je vais aller voir si vous m'avez posé quelques questions. Alors, il faut que je remonte, hein, vous m'excusez, mais j'ai pas mal discuté du coup entre-temps. Alors, est-ce qu'on peut dire que la douleur lombaire égale guidon trop haut et la douleur cervicale guidon trop bas? Ouais, pas toujours. C'est ce qu'on dit de manière générale, mais voilà, c'est... Vous l'avez compris, il y a toute une histoire de chaîne, en fait, qui engendre finalement des douleurs. Donc, c'est pas si simple que ça. Ça peut être qu'on est sur une préférence motrice qui n'est pas la bonne, que on a peut-être un problème de réglage de cale qui va engendrer des douleurs ailleurs, etc. Pour les routiers, du coup, vous avez dit qu'en chrono, il fallait avoir le genou plus vers l'avant, mais avec la réglementation, il vaut donc mieux mettre la selle le plus vers -5. Non, ça veut rien dire. Une longueur de selle, en fait, justement, là, on parle de la réglementation avec le recul de selle. C'est soit vous avez la selle à 0 et vous êtes limité avec une longueur axe pédalier bout d'aérobar à 75 cm, soit vous mettez votre selle au moins à -5, hein, et dans ce cas-là, vous pouvez agrandir comme vous voulez le zéro bar. Donc là, c'est vraiment de la morphologie, on n'est pas tous pareils, et donc on va devoir regarder quel est le meilleur compromis. Alors dans l'ordre, on regarde déjà l'efficacité de pédalage, donc on va déterminer le choix de recul comme ça, et ça va conditionner si on a besoin ou pas d'avancer l'aérobar ou pas.
Alors, sur le chrono, donc le recul et hauteur est différent. Alors, je ne sais pas si vous me parlez du cintre ou de la selle. Dans tous les cas, oui, c'est différent. On n'est pas forcément posé pareil. Alors, en recul, c'est sûr, on n'est pas du tout posé pareil, en recul de selle sur la route et sur le chrono. Et la hauteur peut différer aussi, parce que du coup, comme on n'est pas posé pareil, qu'on va chercher l'aéro, la posture du dos plat, on va modifier sa position, ses angulations de pédalage, et donc il se peut que la hauteur de selle en soit impactée. Sur un vélo de route, on est plus aéro, les mains aux cocottes que les mains en bas du cintre. Oui, exact. On a pu le valider avec le simulateur de wind tunnel. Et alors, à condition d'aller chercher l'optimisation aéro, hein, avec la bascule de bassin, le dos bien plat. Mais effectivement, on a le dos, on est plus aéro avec les mains en haut du cintre, en haut des cocottes que dans le creux du cintre. Quand tu changes de chaussures, comment repositionner les cales correctement sans matériel particulier? Bon, on est quand même obligé un peu d'avoir de matériel, donc on est obligé de reprendre un peu le protocole que je vous expliquais, bien repérer vos métas et placer la cale en fonction. Voilà. Et tout en respectant ce que je vous ai dit, faites attention de respecter des chaussures qui ont des drops qui se ressemblent. Le réglage des cales, c'est donc propre à chacun. Et vous conseillez de les mettre plus vers l'avant ou vers l'arrière. Ah, donc si vous avez bien écouté ce que j'ai dit, bon, c'est propre à chacun effectivement. Je ne conseille pas de les mettre vers l'avant ou vers l'arrière. Je conseille de les mettre dans l'alignement de vos métas pour respecter la meilleure poussée efficace. On me demande quelles sont les formations en France possibles en bike fitting intéressantes. Eh bien, malheureusement, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, parce que tout simplement, le métier de bike fitter, ça n'existe pas. Il n'y a pas de diplôme de bike fitter. Il y a des reconnaissances diverses et variées, mais il n'y en a pas. Les formations, moi, je les ai fait plutôt à l'étranger. Alors, la fédération devait en mettre en place, elles ont été annulées à cause du confinement. On a Geoffrey de Gers aussi, mon collègue qui est bikefitter sur Dijon, qui devait faire des formations sur Lyon, mais pareil, elles ont été annulées. Donc, malheureusement, on n'en trouve pas souvent, mais voilà, j'ai dans l'optique de mettre ça en place parce qu'on en demande souvent pour les coachs. Tu parlais de la position du pied lors du pédalage, notamment en force. Tu conseilles donc de garder la pointe engagée lors de l'exercice de force, sous max par exemple, en se concentrant là-dessus. Oui, tout à fait. Il faut éviter de tomber le talon, garder l'efficacité sur la poussée, et donc il faut éviter que le talon tombe, parce que sinon on a une dispersion de force qui n'est pas efficace. Je ne suis pas un triathlète très assidu, je n'ai pas de prolongateur. Lors d'un triathlon M, j'ai souvent des douleurs abdominales à la sortie du vélo. J'aurais quasi tout le temps les mains. Ouais, difficile à dire. Les douleurs abdominales à la sortie du vélo, il se peut que vous soyez trop recroquevillé, peut-être le vélo trop court, je ne sais pas, il faudrait voir, difficile à dire comme ça. Ça peut venir de pas mal de choses. Quels sont les éléments qui permettent la bascule du bassin? Alors déjà, c'est du travail de préparation physique.
il faut rendre mobile ce bassin. Donc, tout simplement, vous pouvez faire l'exercice du chat avec l'arrondi, dos rond, dos creux. Et puis après, pas mal de travail de proprioception qui vont vous permettre de vous assouplir un petit peu. Ça passe par l'assouplissement, mais du renforcement dans les zones particulières avec les muscles stabilisateurs de bassin. Donc ça, il faut vous rapprocher un petit peu d'un préparateur physique pour vraiment cibler le travail. Voilà, sur un cadre fourche neuf. Quel conseil donnerais-tu pour couper du pivot de fourche? Ah ouais, bonne question. Eh ben, je vous dirais de ne pas couper tout de suite. Tout simplement. Il faut tester parce que faut tester à l'usage. Vous avez vu que selon votre souplesse ou ce que vous êtes capable de faire, on va pouvoir descendre plus ou moins. Peut-être que la première fois, les premiers entraînements, vous n'arriverez pas à descendre, mais à force de travail et d'accoutumance sur le vélo, vous arriverez à basculer un peu plus. Et là, on pourra descendre et couper. Donc, ne coupez pas tout de suite. Une mauvaise position sur le vélo peut-elle contribuer à mal guérir un périostite du tibia? Oui, ça peut effectivement, selon l'engagement de vocal, selon votre fameux COPS. On va forcer dans des trajectoires qui ne sont pas forcément bonnes. La trajectoire du genou qui fait qu'on va pédaler un peu de travers. Donc voilà, c'est pas la cause de la périostite, c'est pas ce qui va la soigner. Par contre, on peut l'entretenir et l'enflammer. Donc ça peut contribuer à mal la guérir. Oui. Des cyclistes se plaignent des poignets. Que faut-il examiner en premier pour essayer de les diminuer? Alors, comme je vous l'ai dit, les poignets, c'est la résultante déjà de toute l'analyse du poste arrière. Selon comment on est posé, comme on est capable de basculer, on va avoir de l'appui ou pas sur l'avant. Et si on a les mains qui sont pas dans la trajectoire, on va peut-être enflammer différents tendons du poignet. Donc il faut regarder ça, il faut déjà être sûr qu'il est bien posé, voir s'il n'a pas trop de pression sur l'avant. Donc peut-être qu'il a trop de bascule. Les cyclistes mettent souvent trop de bascule, il n'y en a pas forcément besoin. Vous avez vu que pour être aéro, il ne faut pas forcément être trop en bascule. Mais le fait de trop basculer va amener des pressions sur l'avant, sur les mains. Et les poignets, ça peut remonter jusque dans les cervicales. Finalement, les points morts haut et bas se situent lors du changement d'engagement du pied au pédalage. Oui. Oui, ce sont les phases où c'est les phases de transition entre la fin de la poussée et le début du tirage. Est-ce qu'un mauvais choix de selle peut bloquer l'amplitude du bassin? Oui, on l'a vu clairement. La forme de la selle, la longueur de la selle, la dureté de la selle va faire que on se place plus ou moins bien sur la selle et donc limite la position du bassin. Pour des triathlètes qui n'ont qu'un vélo classique et qui installent des prolongateurs pour le triathlon le week-end, tu conseilles d'incliner, avancer, descendre un peu la selle pour être mieux posé et stable sur le vélo. Ça, c'est difficile parce que poser des prolongateurs, ça ne se met pas que le week-end. Il y a un long travail à faire dessus. Vous avez vu qu'il y a vraiment un travail sur la posture à faire pour être à l'aise dessus et c'est pas en mettant que le week-end que vous habituerez. De plus, avoir des prolongateurs sur un vélo de route, vous êtes anti-aéro. Il vaut mieux limite garder le cintre et puis se positionner correctement sur les cocottes ou dans le creux du cintre, on sera tout autant aéro. Voilà.
On voit de plus en plus de coureurs rentrer les cocottes à l'intérieur. Quels seraient les avantages? C'est vrai qu'on voit de plus en plus de ça. Alors, c'est un peu Remco qui a lancé ça. C'est un peu un effet de mode. Je suis pas persuadé de l'effet ergonomique, mis à part que, bon, on peut se retrouver dans le prolongement de la main avec une forme un peu plus classique qui pourrait ressembler à comme une prise d'une poignée de moto. Mais bon, on est quand même loin et voilà, je pense que c'est plus un effet de mode ça. Trop de drop bas, trop bas sur une chaussure de vélo. Alors, j'arrive pas à baisser. Je suis désolé, c'est pas facile à naviguer le Messenger là. Alors, oui, un drop trop bas peut entraîner des tendinopathies, tendons d'Achille. Oui, tout à fait. Enfin, c'est surtout un drop qui n'est pas adapté à votre souplesse de cheville, tout simplement. Et puis, après, ça peut revenir plus haut. Hein. Ça peut venir de la hauteur de selle ou l'engagement de la selle, qui n'est pas bon. Et du coup, vous tirez sur le tendon d'Achille. Alors, peut-on prendre dans un premier temps un rendez-vous téléphonique pour évaluer l'intérêt de faire une étude posturale? Oui, je suis dispo quand vous le souhaitez, en fonction de l'âge, poids, cible. Oui, tout à fait, on peut en discuter et puis vous pourrez déterminer si ça vaut le coup ou pas, bien sûr. Connais-tu le studio Body Geometry Fit de chez Space? Oui, donc oui, je connais les différentes marques. Alors attention, je vais faire ni de pub ni de contre-pub. Les marques ont dans la stratégie de développer leur propre méthodologie de bike fitting. Attention, dites-vous bien qu'une marque qui développe sa méthode de bike fitting, elle a pour intérêt de vendre ses vélos. Donc pas toujours très neutre. Voilà. Après, voilà, j'ai rien contre Specialized, ils ont plus des très très beaux vélos, donc ils ont aussi un peu d'expérience. Mais il n'y a pas un système d'analyse posturale qui est meilleur que l'autre. C'est toujours la personne qui est derrière le logiciel qui va devoir décider s'il vous monte, il vous descend, il vous recule ou il vous avance. Il me semble qu'une étude posturale complète telle que vous l'avez présentée coûte cher. Question, est-il possible d'imaginer une étude posturale sans mesure, c'est-à-dire à l'œil de votre expérience? Non, clairement non. On a besoin quand même de prendre quelques mesures et puis de voir ce qui se passe avec des outils. Donc, alors, je sais qu'en plus, avec le confinement, on cherche à éviter le contact et que pour les Jeux de Tokyo, ils ont déjà réfléchi à faire les études posturales, les études de mouvement avec des caméras qui suivraient les articulations. C'est encore pas très au point, c'est pas très fiable. Donc, clairement, non. Après, voilà, hein, vous pourrez aller voir mon site. Certes, une étude complète a un coût, mais des fois, l'investissement vaut le coup pour votre pratique. C'est un choix à faire. Pour un choix de pédale automatique, il vaut mieux choisir des pédales dont la hauteur semelle pédale est plus faible possible pour une meilleure transmission de l'énergie. Non. Le choix de pédale automatique, il est vraiment personnel. Voilà, donc les marques principales, ça va être Look, Shimano. Il y a des gens qui préfèrent une marque ou l'autre parce que voilà, il y a plus une histoire de technologie, de mécanique, mais on arrive à retrouver quand même la même chose. Après, il y a des gens qui vont basculer plutôt sur des speedplay et là qui laissent plus de liberté angulaire.
C'est vrai que sur Speedplay, on a réussi à soulager des douleurs chez certaines personnes qu'on n'arrivait pas sur des chaussures avec des surfaces d'appui plus prononcées. Est-ce que tu sais si une bascule du bassin plus ou moins importante, on peut influencer le risque d'endofibrose de l'artère iliaque? Alors, c'est pas la bascule de bassin qui va créer l'endofibrose iliaque. Ce qui va créer l'endofibrose iliaque, c'est donc le pincement de l'artère iliaque, hein, qui se situe dans l'aine. Ça va plutôt être des mauvais choix justement de longueur de manivelle. Ça va être une mauvaise posture justement parce qu'on est trop rigide au niveau du bassin et qu'on va créer des compensations et des pincements. Donc vraiment, moi je vous encourage à travailler la souplesse corporelle, enfin de votre posture, hein. Souplesse et renforcement de votre posture. Des cales de vélo ont un jeu angulaire, n'est-ce pas négatif au pédalage et au niveau de la puissance transmise? Non. Il faut, tout dépend si vous êtes. Il y a des gens qui sont beaucoup plus sensibles que d'autres, des tendons. Il y en a, on pourra. Je vais vous raconter une anecdote. Il y a Richie Porte, une année, les mécanos se sont trompés. Ils lui ont donné un vélo avec une selle qui était presque 1 centimètre à la côte. Il s'est rendu compte de rien. Il y a des gens, on va leur toucher de 2 millimètres, ils vont se plaindre et ils vont le sentir tout de suite. Donc il y a des gens qui sont plus sensibles que d'autres. Et la mobilité dans les cales, c'est la même chose. Il y a des gens qui auront besoin d'avoir vraiment le pied fixe, qui vont opter par exemple pour des cales noires. Moi, je vous le déconseille pour une pratique de loisir. Il faut garder quand même de la liberté angulaire parce que tout simplement, vous n'avez pas une technique qui est optimale et on a besoin de se replacer. Une fois qu'on est placé correctement sur le vélo, normalement, le pied ne bouge pas. Par contre, la liberté angulaire qu'on a dans certaines pédales vont permettre à certains moments d'une sortie de vouloir se soulager parce qu'on a besoin de bouger un peu son pied ou sa cheville, soulager sa cheville. Voilà, la liberté angulaire va permettre ça. Moi, je vous conseille quand même un peu de liberté angulaire. Y a-t-il pour vous une corrélation drop préférence motrice, terrien, un drop plus bas, ou inversement pour aérien? Oui, ça peut avoir. Le profil intervient surtout sur la hauteur de selle et la préférence de cadence. Après, le drop du poste de pilotage, c'est pas vraiment la préférence motrice, c'est plutôt la capacité à basculer ou pas. Pour des porteurs de lunettes avec différentes corrections, il vaut mieux un casque à visière ou s'équiper de lunettes correctrices adaptées. Alors là, je pense que vous voulez parler de la position aéro. Alors, je suis porteur de lunettes, je vois de quoi vous voulez parler. C'est vrai que c'est pas évident quand on bascule la tête et on regarde par-dessus les carreaux, c'est pas forcément évident. Donc voilà, soit vous avez l'occasion de porter des lentilles et ça corrige souvent la chose, soit effectivement là vous aurez peut-être plus, vous serez peut-être plus gagnant à faire des lunettes avec une portée plus large qui vous permet que quand vous basculez la tête, pouvoir avoir une vision plus haute avec la correction devant. Les pieds qui s'endorment, sont-ils dus au réglage des cales ou autre chose? Ça peut être dû au cales, ça peut être dû au choix de chaussures, surtout au choix de chaussures et peut-être voilà, une chaussure trop rigide pour vous, parce que vous avez un pied qui n'est pas fait pour les chaussures de vélo sont vraiment très très rigides et on a beaucoup de vibrations dedans, donc ça peut être dû à ça, une chaussure trop serrée. Quand l'été les pieds gonflent, les chaussures trop serrées, voilà, ça peut donner quelques endormissements.
On a beaucoup de questions, je ne suis pas sûr que je vais pouvoir répondre à tout le monde, je suis désolé. Je vais essayer de sélectionner un petit peu. Alors, avec une syphose, impossible de tenir une position aéro sur la durée. Bah, forcément, ça ne va pas aider. Après, il y a sûrement des adaptations. J'ai eu pas mal de gens qui ont des problèmes de dos, mais on arrive toujours à trouver une solution. Et en fait, c'est simplement que votre position en général vous donne des contraintes sur votre dos et que la position est rendue pénible à tenir. Avec l'entraînement, on peut gagner beaucoup de drops. Alors, bien sûr, moi je vous encourage à vous entraîner dans votre position chrono. Et c'est pas en faisant que les sorties de décontraction que vous habituerez à la position chrono. On a besoin d'aller faire des efforts, des intensités, de la force avec la position chrono. Le logiciel que je vous montrais tout à l'heure, le BioRacer Aero, permet aussi un mode entraînement où on peut, en simulation, s'habituer à tenir dans le spectre. Ou avec les capteurs Léomo qui sont disponibles au grand public, hein, vous pouvez aussi vous entraîner à tenir la position et voilà, faire des intervalles en position plus ou moins agressive et petit à petit y aller. On me demande, il y a Philippe qui réfléchit à son étude posturale pour m'appeler. Comme vous voulez, Philippe, je suis dispo, surtout en ce moment. J'ai toujours des choses à faire quand même, mais vous pouvez m'appeler et me laisser un message, je vous rappellerai sans problème. Alors, d'autres questions? Je suis obligé de sélectionner, je suis désolé, parce qu'autrement j'aurais vraiment de mal à répondre à tout le monde. Et bien finalement, je crois que j'ai fait un peu le tour. Hein. On a des questions qui se ressemblent un petit peu. Donc voilà, écoutez, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Je vais vous remercier d'avoir assisté déjà à ce temps d'échange. Et puis, ce webinaire marquait la fin de la série de webinaires que nous avons fait pendant le confinement. Mais je pense qu'on aura l'occasion d'en refaire peut-être un peu moins de manière assidue. Là, on en avait un par semaine. Mais voilà, on en reproduira occasionnellement. Je vous remercie, je vous souhaite un bon week-end, une bonne fin de confinement et puis soyez prudents sur la reprise. Vous avez vu que la position de home trainer à la route était quand même pas la même et qu'il y aura un temps d'adaptation. Donc soyez prudents. À bientôt. Merci à vous. Bonne soirée.